Bonsoir, comme promis, nous nous retrouvons pour votre émission Zoom sur. Ce soir, nous allons parler environnement et nous allons parler de littoral mauritanien en longueur plus de 700 km, si je ne me trompe pas, et de ressources marines inestimables. La Mauritanie se positionne aujourd'hui à l'avant-garde d'une stratégie qui vise à concilier développement économique et préservation de l'environnement. Vous l'avez bien compris, nous allons parler du projet WACA, qui est un enjeu majeur, un événement majeur pour le littoral mauritanien, organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec la Banque mondiale à travers le programme régional d'investissement pour les zones côtières en Afrique de l'Ouest, le WACA. Cet événement marque une étape décisive pour l'environnement, pour l'avenir plutôt de notre littoral. Alors, pour en parler ce soir, nous avons avec nous M. Mohamed Mahmoud Yehdi, qui est le conseiller technique en charge du littoral, et également avec nous M. Li Djibril, directeur du littoral des zones humides et des aires protégées. Monsieur Dia Abdoul est également avec nous, il est le coordinateur adjoint du projet WACA Mauritanie. Alors, bonsoir messieurs, merci de vous joindre à nous pour cette émission. Avant de continuer, je vous propose de suivre avec nous le reportage de Fatima Tadé, qui revient sur les temps forts de l'atelier national de préparation du projet WACA+. Cet atelier a pour objectif de partager les résultats de l'étude préliminaire sur l'économie bleue en Mauritanie, préparée avec l'appui des experts internationaux, discuter de la vision nationale pour une économie bleue adaptée aux réalités mauritaniennes. Et ce, en mettant l'accent sur les bases de l'avenir du WACA et identifier les grandes orientations et les priorités d'action. L'occasion pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable d'expliquer que cet atelier vient capitaliser les acquis de WACA tout en se tournant résolument vers l'avenir, avant d'indiquer que la Mauritanie, avec son long littoral et ses ressources marines incalculables, mérite une attention particulière en matière de développement durable, d'où la nécessité d'intégrer pleinement la dimension de l'économie bleue dans nos réflexions et nos actions. Elle a ajouté que les possibilités d'un avenir meilleur résident dans la mise en œuvre de pratiques de gestion durable et dans l'engagement des communautés locales qui peuvent renforcer l'économie bleue, ainsi que dans le développement de partenariats internationaux et le financement de projets. Notons la nécessité d'une coopération entre les acteurs du secteur public et privé et la société civile pour atteindre les objectifs souhaités, tout en appelant à ce que le projet à venir soit une entreprise participative capable de construire un avenir dans lequel le développement économique et la préservation de l'environnement vont de pair. La ministre a aussi souligné que la phase actuelle du projet WACA, qui devrait s'achever en décembre 2025, compte de nombreuses réalisations à son actif, telles que la fermeture des brèches les plus dangereuses dans la barre de sable de la plage, le soutien aux organisations communautaires, le renforcement des capacités techniques et restauration de la végétation de la plage. Ajoutons que l'économie bleue n'est pas seulement une opportunité économique, mais aussi un héritage qui sera transmis aux générations futures. Et ce, avant de passer en revue les principaux défis auxquels le secteur est confronté, tels que la surpêche et la pollution marine, qui constituent une menace majeure pour les écosystèmes marins et la durabilité de l'économie bleue, ainsi que l'impact du changement climatique sur les ressources marines et les communautés côtières. Elle a exhorté les participants à partager leurs idées, expériences et suggestions qui alimenteront la réflexion collective et guideront les interventions futures pour s'assurer que le projet est à la hauteur des défis qui doivent être relevés. Quant au coordinateur national du projet WACA Mauritanie, M. Mohamed Lemine Oulbaba, il a déclaré: Le programme WACA, mis en œuvre en Mauritanie depuis 2018, a permis d'importantes avancées pour la résilience de notre littoral, notamment la restauration des écosystèmes littoraux par le colmatage des brèches et la fixation des dunes, la mise en défense de la rivière Aspartune dans la baie de l'Étoile et la replantation de mangroves du parc national du Diaoling, l'accompagnement des communautés vulnérables pour améliorer leurs moyens de subsistance, la redynamisation des outils de gouvernance du littoral, comme la directive d'aménagement du littoral et l'Observatoire national du littoral. Ces résultats sont aujourd'hui visibles et reconnus de tous au niveau local, national et international.
Aujourd'hui, nous sommes à un tournant. Face à la montée du niveau de la mer, à la pression sur nos ressources maritimes et aux défis croissants du changement climatique, nous devons aller plus loin. C'est pourquoi nous lançons ensemble WACA+, une nouvelle phase d'engagement pour élargir notre action à l'économie bleue et renforcer la résilience de nos territoires littoraux et maritimes. Pour rappel, le programme régional d'investissement et d'aménagement côtier pour l'Afrique de l'Ouest a été lancé par la Banque mondiale en 2018 pour aider les pays concernés à mieux gérer leurs espaces côtiers. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a vu la participation de plusieurs chercheurs universitaires de l'environnement et du développement durable, de la pêche, des infrastructures portières et maritimes et de nombreuses autres personnalités. Alors, merci beaucoup à Fatima Tadé pour ce compte-rendu. Je commence par vous, Monsieur Mohamed Mahmoud Yehdi. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique en charge du littoral. Alors, quelle importance revêt aujourd'hui cet atelier, avant de parler de WACA+, comme vous l'avez si bien suggéré, Monsieur Dia, c'est de parler d'abord du WACA et de l'importance de cet atelier. Merci. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Tout d'abord, permettez-moi de remercier la télévision mauritanienne pour nous donner cette grande opportunité, cette occasion même, d'en parler d'un thème aussi important que celui du littoral mauritanien. Comme vous le savez, notre littoral a connu ces dernières années une dégradation sans précédent liée aux aléas naturels, climat, érosion, pollution, et j'en passe. Donc, suite à cette dégradation, qui a certainement ses raisons, on pourra peut-être en revenir sur les raisons et sur les causes de cette dégradation littorale, la Mauritanie a réfléchi à lancer un projet, qui est le projet WACA, afin de faire face à cette dégradation de notre environnement. Le projet WACA dont je veux parler, c'est un projet plutôt de résilience, c'est-à-dire de renforcement de notre côte, surtout de notre cordon linéaire. Mais avant de parler au projet WACA, peut-être que les collègues vont en parler plus que moi, je vais en parler un peu du littoral mauritanien, pour donner une idée et mettre le projet dans son contexte. Le littoral mauritanien est une bande côtière qui débute à partir de la baie de l'Évrier, au niveau de la pointe du Cap Blanc, qui longe 754 km de côte et qui se termine dans le Kermessin, donc au niveau de Diago. Donc cette bande, il y a d'abord le trait de côte, qui est le contact entre la mer et la terre. Il y a la partie façade continentale, il y a aussi la partie continentale. Cette bande continentale ou terrestre a connu les années dures de la Mauritanie, qu'on appelle les années de sécheresse, une pression énorme qui a été causée par la sécheresse qu'a connu la Mauritanie des années 70 jusqu'aux années presque 2000. Et donc, il y a eu des pressions énormes sur cette bande à partir du moment où la ville de Nouakchott a évolué démographiquement de façon exponentielle. On peut en revenir sur cette démographie évolutive. Donc c'est cette pression, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit naturelle, que le projet WACA vient à point nommé. Effectivement, c'est un projet financé par la Banque mondiale, les collègues vont en parler plus, mais c'est un projet qui est venu pour renforcer les traits de côte. On a constaté ces dernières années que le cordon dunéaire s'est beaucoup dégradé, soit parce qu'on en prélève du sable pour les bâtiments, soit qu'on prélève les coquillages aussi. Et c'est ce qui a créé une prolifération des brèches qui ont causé pas mal de dégâts
Et on peut citer l'exemple de 1997, quand il y a eu un raz de marée qui a même qui a créé des problèmes au niveau du marché des poissons. Et il paraît même, selon les informations que j'ai, qu'il y avait même une victime à cause de ça. Donc c'est à partir de ce moment que le gouvernement a lancé un programme sérieux pour faire face à ces dégradations du cordon de linéaire. On en parle là d'une loi qui a été promulguée, qui est la loi 2007-037, qui a été promulguée pour réellement organiser, s'occuper et donc faire face à cette situation de dégradation de notre littoral. Merci de nous mettre dans le contexte, Monsieur Mahmoud. Dites-nous, pour compléter, Monsieur Djibril, vous êtes directeur du littoral, des zones humides et des aires protégées. Quelle est l'importance aujourd'hui de protéger justement notre littoral et de passer, comme on dit, de l'économie, une économie bleue en Mauritanie? Merci beaucoup, Madame Sow. En tout cas, comme l'a évoqué Monsieur le conseiller, le littoral mauritanien fait face à de nombreux défis. Alors, quand on fait un peu un focus, quand on prend les top 20 des pays, des littoraux les plus menacés au monde, on n'y trouve pas la Mauritanie. Quand on prend le Bangladesh, Guangzhou en Chine, Mumbai, et ainsi de suite, quand on fait le top 20 des pays les plus menacés, on ne trouve pas la Mauritanie. Quand on fait également le top 20 vers l'Afrique de l'Ouest, des pays, des littoraux et des capitales les plus menacées, on ne trouve pas Nouakchott. Alors, on se pose la question, est-ce que réellement c'est parce que Nouakchott n'est pas menacé? Loin s'en faut. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment de données pour permettre d'alerter sur le niveau, le degré de criticité, le degré de menace qu'on retrouve au niveau de Nouakchott. Ce gap de données scientifiques et d'alerte précoce fait qu'on ne retrouve pas Nouakchott dans le top 20 des pays, des capitales les plus menacées, quand bien même Nouakchott est vraisemblablement menacé par les risques d'inondation, que ce soit sur d'éventuelles menaces venant de la mer et également sur le continent à travers les eaux pluvieuses. Alors, le littoral mauritanien est important à plusieurs titres. D'abord, c'est une zone de convergence entre des écosystèmes tropicaux et des écosystèmes méditerranéens atlantiques. Et surtout, c'est une zone également où on retrouve plusieurs espèces afrotropicales, c'est-à-dire venant un peu du sud et remontant vers le nord, et par le fait aussi qu'on retrouve deux zones protégées extrêmement importantes, qui est celui du parc national du Bandarguin et vers le sud le parc du Diaoling. Ces deux vivriers de la biodiversité constituent des zones extrêmement importantes qui font enrichir les eaux mauritaniennes et qui fait que l'économie justement halieutique de la Mauritanie fait partie des plus importantes de la sous-région ouest-africaine, voire même au niveau international. Donc ces petits éléments nous donnent en fait quelques idées sur pourquoi nous devons mettre en place des politiques stratégiques pour permettre de sauvegarder le littoral mauritanien et un peu plus loin la mer mauritanienne. Voilà. Donc ces politiques ont démarré depuis quelques dizaines d'années, mais ça a été propulsé justement par le fait que l'État mauritanien a mis en place un certain nombre d'outils. Je cite d'abord l'outil juridique qui est la loi 2007 que mon collègue le conseiller a évoqué, mais surtout aussi des documents stratégiques, notamment le plan directeur d'aménagement du littoral mauritanien, dont l'actualisation est à sa troisième actualisation. Le premier plan a été élaboré en 2005. En 2015, on a eu le deuxième plan d'aménagement du littoral mauritanien et là, on s'inscrit en 2025 dans l'actualisation du troisième plan. Ces documents stratégiques visent à justement faire le focus sur qu'est-ce qui doit être fait sur le littoral mauritanien en termes d'aménagement, en termes de gestion, en termes de restauration, mais surtout en termes de développement. Puisque comme vous l'avez dit à l'entame de votre introduction, que développement durable et conservation de la biodiversité peuvent faire bon ménage si toutefois
on met en place les conditions qu'il faut, notamment pour pouvoir réussir ce mix. Voilà. Et diriez-vous qu'on est en train de mettre en place en ce moment les conditions qu'il faut justement pour réussir ce mix-là? Tout à fait. Tout dépend de la vision, de la politique et de la stratégie. Dites-vous bien qu'on est en train le long du littoral mauritanien, il y a un certain nombre d'économies qui se développent, que ce soit l'industrie de pêche, que ce soit l'industrie de transformation de produits de poissons, entre autres, que ce soit également l'industrie offshore. Donc, ce sont des viviers économiques que ce soit sur le littoral, mais aussi en pleine mer. Ces viviers économiques doivent conjuguer avec les impératifs de conservation. Comment cela doit se faire? Simplement en essayant de respecter un certain nombre de principes directeurs qui doivent guider la stratégie à moyen long terme du gouvernement mauritanien face aux impératifs globaux en termes d'engagement de l'État par rapport aux conventions internationales, mais aussi par rapport aux responsabilités même nationales qui fait qu'on doit privilégier un certain nombre de directives, notamment la directive d'aménagement du littoral mauritanien qui fixe les règles à mettre en place en termes d'exploitation, en termes de conservation et en termes aussi de développement. Alors, est-ce que tous ces facteurs, comme on a parlé, Monsieur Mohamed Mahmoud, Monsieur le conseiller en a parlé tout à l'heure, et vous, Monsieur Lee, est-ce que tous ces facteurs ont conduit justement à la création de WACA, Monsieur Dia? Merci beaucoup, Madame So, de m'avoir donné cette opportunité, cette occasion aussi. C'est un peu difficile de venir après le ministère de l'Environnement qui sont des connaisseurs de ce domaine et qui sont aussi qui ont la charge de mettre en place tous ces programmes, ces outils de gestion. Mais je vais revenir un peu sur 2 points, c'est-à-dire la mise en place du projet WACA lui-même. Le WACA, c'est une réponse sous-régionale. Tous les États côtiers ouest-africains ont pris la conscience, c'est-à-dire que le problème n'est plus un problème local, c'est un problème régional. Et ils ont essayé de voir ensemble comment amener une riposte régionale. C'est dans ce cadre qu'ils se sont tournés vers la Banque mondiale, demandant une aide, c'est-à-dire financière et une expertise également. D'où la mise en place de ce programme régional. Et ce programme couvrait dans sa première phase 6 pays, dont la Mauritanie, en passant par le Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Sao Tomé et Principe. Donc ces 6 pays qui ont été rejoints par 3 autres, Guinée-Bissau, Gambie et Guinée-Conakry, je pense, si je ne me trompe pas. Donc cette première phase de WACA, c'est une riposte régionale, une prise en conscience des pays que les problèmes transcendent un peu les frontières. Il fallait chercher une solution un peu plus globale qui puisse répondre à ces grands défis qui sont entre autres les régions côtières, l'élévation du niveau de la mer, l'exposition des populations riveraines vulnérables, c'est-à-dire à ces événements extrêmes, donc renforcer en quelque sorte la résilience de ces populations. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, pour l'importance du littoral, ça a été très bien dit par mes collègues, mais il y a certains facteurs quand même qui sont très parlants qu'il faut toujours évoquer. Si on dit que les 2 capitales économiques de la Mauritanie sont sur le littoral, donc c'est plus du tiers de la population mauritanienne qui est sur le littoral. Ça, c'est très important. Et l'essentiel de l'infrastructure socio-économique de base de la Mauritanie, je parle des ports, le Pampa, le port de Nouadhibou, tous les ports de pêche, toutes les usines, par exemple, de transformation, les unités de stockage des hydrocarbures, du gaz naturel sont aussi sur ce littoral. Donc, pour ne pas s'arrêter là, je peux dire aussi les plus grandes réserves naturelles telles que le PNBA et le PND se trouvent aussi sur ce littoral. Ça montre vraiment l'importance du littoral, mais qui était resté très longtemps un peu à l'ombre parce que, comme a dit le conseiller, on se contentait de l'agriculture et de l'élevage, mais la sécheresse nous a fait savoir qu'il fallait quand même se retourner vers le littoral qui est très pratique et côté même climat, il y a un microclimat, agréable microclimat. Donc tout ça, ça a montré l'importance du littoral. Mais cette affluence vers le littoral, ce développement du littoral a très tôt
c'est-à-dire la Mauritanie s'est confrontée très tôt à un problème. Que pour être sur le littoral, il faut avoir des données fiables, des données qui permettent de suivre, permettent d'anticiper tous les événements extrêmes. Et là, c'était aussi un problème. La réponse est dans le cadre de ce projet WACA+, qui est aussi juste une continuité des projets qui sont venus avant le WACA. Ça n'a pas commencé par WACA. Le premier plan directeur d'aménagement du littoral a été fait en 2005. Avant WACA, il a été actualisé en 2017. Et c'est après que le WACA est né. Donc il y a toujours une politique du gouvernement, une politique de continuité, de prise de conscience très tôt. D'ailleurs, on est dans la sous-région, on est parmi les premiers à mettre en place tous ces outils depuis 2005. Donc ça aussi, on peut s'en féliciter, s'en réjouir. Et c'est aussi le travail de ce ministère de l'Environnement, ses directions et ses conseillers qui sont en face de moi ici. Donc, ce que je voulais dire quand même pour le moment. Nous allons revenir tout à l'heure sur le projet WACA plus en détail et le WACA+. Cependant, monsieur le conseiller, j'aimerais vous poser une question concernant les mécanismes qui sont prévus. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi promulguée, mais les mécanismes qui sont prévus pour assurer une gouvernance justement inclusive justement et durable de ces ressources marines. D'abord, je voudrais en revenir un peu sur l'importance toujours de notre littoral. Il faut rappeler que le littoral inclut des grandes communautés. C'est ce qui fait la pression. Je vais en citer un peu. Il y a toute la zone de Nouadhibou, population. Il y a Boulay-Noir qui est inclus dans la bande côtière. Il y a tout Nouakchott, les communes de Nouakchott qui sont incluses dans la bande côtière. Il y a Ouad Naga qui est inclus dans la bande côtière, et il y a Kermessin. C'est pour vous dire quelle est la pression sur les ressources de notre littoral. Je vais donner un simple exemple pour aller dans le vif du sujet. Je vais vous donner l'exemple de Nouakchott, la démographie évolutive de Nouakchott. Les années 1960 à l'indépendance, Nouakchott était de 5 000. 10 ans après, 70, Nouakchott il est de 40 000. En 1980, Nouakchott il est à 193 000 habitants. En 2000, 10 ans après, on est à 558 habitants. Et en 2023, on est à 1 447 habitants. C'est pour vous montrer quelle est la pression. Ce n'est pas la pression, c'est les ressources. La pression sur l'organisation des services. La pression sur l'extraction des matières. Et donc, notre littoral aujourd'hui a besoin d'être revu pour faire face à ces pressions énormes. Pour faire face à cela, le gouvernement a promulgué la loi qu'on vient de citer, mais je vais en parler en détail de cette loi, qui est un instrument fondamental pour organiser notre littoral. Cette loi, qui est la loi 2034, a pour objectif de définir les règles relatives à l'organisation et à l'aménagement de notre littoral. Elle s'occupe de l'aménagement, elle s'occupe de la production, elle s'occupe de la gestion et elle s'occupe de la valorisation de notre littoral. Cette loi aussi, il en découle de cette loi 3 organes importants qui sont les outils de notre département pour faire face à cette pression du littoral. Il en découle une DAL, certainement mes collègues vont en parler plus, c'est les directives de l'aménagement du littoral, qui est un instrument central pour la mise en œuvre des plans d'aménagement et de gestion du littoral. Il en découle également un conseil qui est le Conseil consultatif national du littoral et qui est aussi un outil très important pour donner un avis sur les politiques et sur aussi les outils de gestion qui sont les plans de gestion. Et enfin, nous avons l'Office national de l'environnement et du littoral, qui est un organe très important et que le ministère vient de créer il y a à peu près 1 ou 2 ans et qui assure aussi le suivi du littoral, surtout le littoral, la façade maritime, et qui donne aussi, oriente les décideurs et qui permet aussi à donner aux décideurs, orienter les décideurs sur la prise de décision. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que et tous ces outils, tous ces organes sont logés au ministère de l'Environnement et du Développement durable.
Nous venons de passer à 2 événements importants. C'est le moment de les citer. J'ai oublié de les citer au début. On vient de passer des journées du littoral. Ça fait 2 semaines qu'on a clôturé ces journées. Dans le cadre de ces journées, notre ministre, Mme Massouda Baham Mohamed Laghdaf, a inauguré 3 grandes brèches qui sont colmatées dans le cadre de 2 projets WACA. On en parlera de plus. Mais c'est un événement important qui donne plus de sécurité à notre grande ville Nouakchott. Le deuxième événement important aussi, c'est une campagne de sensibilisation sur les plastiques. C'est dans le cadre de ces journées. Et enfin, il n'y a même pas une semaine, nous avons clôturé l'atelier organisé pour réfléchir ensemble avec les partenaires, avec les parties prenantes du projet WACA+, réfléchir ensemble, parce que déjà le projet WACA, ni plus ni moins, il va être clôturé dans la fin de l'année. Et donc nous sommes dans la phase de réfléchir à remplacer quelles sont les meilleures solutions pour que ce WACA+ nous donne plus de garanties pour faire face à nos océans. Et donc, ce projet a réuni pas mal d'experts mauritaniens qui sont concernés par la thématique, par les problèmes. Et donc, nous pensons sortir dans l'avenir, dans un avenir très proche, avec un WACA+ qui nous donne plus de garanties, plus d'assurance pour notre zone côtière. Vous parlez souvent de ressources du littoral, mais est-ce que vous pouvez nous définir pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, nous les téléspectateurs, quelles sont les ressources du littoral, à proprement dit, les ressources du littoral? Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que vous entendez quand vous dites ressources du littoral? Bon, le littoral, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau maritime, c'est-à-dire la mer. Derrière la mer, il y a l'océan. Il ne faut pas confondre mer et océan. Mer, c'est, on parle de la côte d'abord, de la partie continentale. On passe en partie maritime, c'est-à-dire la partie mer, et on passe par la suite aux océans. L'océan, c'est la partie plus profonde. Donc les ressources, quand on parle du littoral, comme le littoral est composé de 2 côtes, côte maritime et côte terrestre, les ressources sont plutôt les ressources orientées vers la mer, des ressources halieutiques. Et il y a, vous savez très bien que notre mer est assez riche. Nous avons l'économie de pêche est un des piliers de l'économie mauritanienne. Donc nous avons une ressource halieutique très importante qui a besoin d'être préservée, qui a besoin d'être protégée, qui a besoin d'être mise à l'abri des surexploitations, des pollutions. Et donc, c'est tout un programme en ce sens. Nous avons aussi des ressources au niveau de la zone côtière. Au niveau de la zone côtière, nous avons des parcs. Nous avons le Mandargué, qui est une zone de nurserie, qui accueille des écosystèmes assez importants, qu'ils soient biologiques ou animaux. Nous avons le parc national de Diaoulik, c'est un écosystème aussi riche et important. Nous avons plus loin, on vient de visiter la baie de l'Étoile, le directeur du littoral en parlera plus. La création, nous venons de donner un statut à la baie de l'Étoile, qui est une zone extrêmement riche en biologie et qui va encore renforcer les écosystèmes surveillés, et donc qui va avoir un statut de protection. Donc voilà à peu près les ressources du littoral sont variées. Il y a les ressources halieutiques, il y a les ressources côtières, et donc c'est un ensemble les 2 façades. Chacune des 2 façades a des ressources. Il y a des ressources aussi importantes sur les traits de côte. Nous avons un cordon linéaire qui est prélevé systématiquement pour les besoins je disais ça déjà, pour les besoins de l'habitat. Mais il y a quand même un phénomène qui attire mon attention, que je voudrais attirer votre attention là-dessus, qui est causé peut-être par ce phénomène d'extraction. Nouakchott a connu ces dernières années une prolifération des mares. L'origine de ces mares reste encore à définir. Il y a des mares qui sont à tous les coins de la ville. Et donc ces mares sont aujourd'hui en train de poser des questions à cause de quoi ces mares sont là. Et donc ça veut dire que tout ça, c'est pour vous montrer que notre littoral, la dégradation est un peu gênante. Et donc le ministère est en train actuellement de réfléchir, de travailler avec les partenaires, avec les départements concernés, d'apporter des solutions, parce que déjà la loi dont je vous ai parlé, la loi 2007,
le conseil qui en découle, que le Conseil consultatif national du littoral, est présidé par notre ministre, mais il est assisté par tous les départements concernés par le littoral. Donc c'est une question pour tous. Alors, tout à l'heure, Monsieur Ly, vous avez parlé des données que nous n'avions pas ou que peut-être nous n'avons pas toujours pour pouvoir classer la Mauritanie ou même Nouakchott sur les classements des top 20 les plus dangereux ou moins dangereux. Donc est-ce qu'on est sur le bon chemin là maintenant? Est-ce que les mécanismes sont mis en place, les stratégies sont mises en place aujourd'hui par le département pour que justement on puisse situer Nouakchott ou Mauritanie dans la globalité? Très bien, je pense que c'est une très bonne question et nous avons des éléments de réponse par rapport à cela. Alors, au niveau régional, il y a ce qu'on appelle l'ORLOA, Observatoire régional des littoraux ouest-africains. C'est un instrument qui a été, en tout cas, appuyé par le projet WACA, financé par le projet WACA, pour essayer d'avoir de l'information stratégique permettant les États côtiers d'en savoir plus sur les dynamiques littorales, autant pour moi. Au niveau de la Mauritanie, à l'instar des autres pays ouest-africains, le gouvernement a créé ce qu'on appelle l'ONEL. L'ONEL, c'est l'Observatoire national de l'environnement et du littoral. Et il faut préciser que l'ONEL est une inspiration des recommandations de la loi littorale de 2007. Donc, c'est-à-dire qu'avant même que le projet WACA invite les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest à mettre en place ces outils d'observation du littoral, le gouvernement mauritanien a déjà réfléchi à ce dispositif il y a de cela 18 ans. Alors, il y a un décret qui a créé l'ONEL. On a un décret qui a créé l'ONEL. Nous avons un directeur de l'Observatoire national de l'environnement et du littoral. Nous avons également un bâtiment qui va être livré bientôt et qui a été financé exclusivement par le gouvernement mauritanien. Quelle est la mission de l'ONEL? La mission de l'ONEL, c'est de faire en sorte de suivre un certain nombre de batteries d'indicateurs liés à l'érosion côtière, liés à la dynamique des populations littorales, liés au suivi écobiologique et liés également aux dynamiques sédimentaires qui sont dues de part et d'autre par l'installation d'un certain nombre d'infrastructures qui ont une influence de près, de loin, directe ou indirecte sur le littoral. Et également l'installation d'un certain nombre d'outils de surveillance et d'alerte précoce, notamment de type des marégraphes et des houlographes. Ces outils basés sur un certain nombre d'indicateurs de suivi doivent permettre à l'ONEL d'avoir un système de veille environnementale pour permettre d'alerter de manière précoce, donc lancer des alertes précoces pour permettre un suivi beaucoup plus rigoureux et surtout d'avoir des outils d'aide à la décision pour que l'État puisse agir rapidement avant que le danger se présente. Et il faut souligner que au-delà même de cet outil qui est l'ONEL, il y a un exercice qui est fait tous les 4 ans qu'on appelle le bilan littoral ouest-africain. Et il y a un bilan littoral de la Mauritanie. Donc tous les 4 ans, depuis 2011, il y a un document qui est édité qui permet de donner quelle est la situation des littoraux ouest-africains, particulièrement celui de la Mauritanie. Et le nouveau document, la nouvelle actualisation du bilan littoral de la Mauritanie a été fait en 2024 et nous a permis de constater de visu quelles sont les évolutions de ce littoral. Et je peux constater, et nous pouvons constater et conclure que dans certains secteurs du littoral mauritanien, il y a des zones qui sont extrêmement affectées et qui nécessitent un suivi plus rigoureux et des stratégies de réponse plus efficaces pour permettre de juguler un certain nombre de pressions et de menaces. Donc ces outils-là, en plus de l'ONEL que j'ai évoqué, il y a le Conseil consultatif national du littoral que M. le conseiller a évoqué, qui doit être l'organe de supervision et aussi d'aide à la décision pour permettre qu'on puisse mieux appréhender un certain nombre de dangers qui arrivent et pour lesquels il va falloir en tout cas fixer un certain nombre de règles de gestion. Mais pouvez-vous nous dire dès à présent quelles sont les zones les plus affectées aujourd'hui? Tout à fait. Alors, sur les 754 km de côte, le plan directeur d'aménagement du littoral mauritanien a divisé le littoral mauritanien en 4 secteurs. Il y a le secteur de Nouadhibou, le secteur du Bandarguin,
le secteur du sud du banc d'Arguin jusqu'au Nouakchott et le secteur du sud du port de Nouakchott jusqu'à Ndiago. Voilà les 4 secteurs. Sur ces 4 secteurs, les 2 secteurs les plus menacés par les aléas naturels ou anthropiques, c'est précisément Nouakchott. Parce que les données que nous avons pu analyser à travers le suivi qui a été réalisé depuis 2011, je rappelle, donc depuis 2011 à 2002, donc 15 ans, sur les 15 ans, les suivis que nous avons pu réaliser apportent une conclusion qui est plus ou moins, en tout cas, alarmant, qui est celui de Nouakchott de 2020 à 2024. Comme j'ai dit, il y a une actualisation qui se fait tous les 4 ans. De 2020 à 2024, le niveau de menace que subit la côte de Nouakchott, elle est passée de 35% à 54%. Mais quelles sont les menaces aujourd'hui qui menacent à ce point-là nos côtes? Bon, il y a littoral. Du nord au sud, on a des infrastructures portuaires. Donc le port de Tanit au nord et le port de Nouakchott au sud. Ces 2 ports, quand elles ont été construites à la base, vous voyez quand tous les ports du monde, hein, dans tous les cas, ça dépend de l'architecture, de l'ingénierie qui a été mise en place, il y a toujours un phénomène qui se pose. C'est-à-dire que quand le quai va vers la mer, il y a il y a un sédiment qui est arrêté en amont, ce qu'on appelle accrétion. Et de l'autre côté du quai, il y a de l'érosion. Cette érosion, au fil des années, elle s'accentue et donc elle crée et se creuse et crée un effet qui peut perturber la dynamique sédimentaire en aval, mais surtout change un peu, accentue la turbidité de l'eau et ça crée un phénomène qu'on a du mal à gérer justement. Ça, c'est l'aspect des ports. Donc ça veut dire que la mise en place d'infrastructures portuaires doit être en tout cas prise très au sérieux en termes de mesures de mitigation et surtout d'études d'impact environnemental stratégiques. Sans cela, on risque d'avoir des infrastructures qui économiquement peuvent servir au pays, mais qui, d'un point de vue environnemental, peuvent nuire à l'économie même. Parce que quand on construit quelque chose et qu'à la fin, ça retombe contre nous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Il va falloir justement réviser les stratégies de mise en place de ces ports. Les ports sont bons pour notre économie, mais faudrait-il encore qu'on mette en place des mesures adéquates pour permettre que ces ports ne puissent pas causer plus de dégâts nuisibles à notre économie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, le fait de colmater les brèches, comme vous dites, sont un point pour remédier à ça? Tout à fait. En fait, comme Nouakchott se situe en dessous du niveau de la mer. Il suffit juste d'aller sur la plage pour observer un peu comment elle se situe. La seule protection naturelle de la ville de Nouakchott était le cordon dunaire. Donc c'est-à-dire que pour ceux qui, M. Lehedi, qui étaient là, qui ont vu le temps passé à Nouakchott, peuvent vous dire que le cordon dunaire était à 4-5 mètres. Et là, on retrouve un cordon dunaire quasiment plat. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu des phénomènes également qui ont causé des intrusions marines parce que le cordon dunaire qui était là d'antan pour protéger la ville de Nouakchott a disparu à cause de l'exploitation qui a servi justement la construction de la plupart des bâtiments à Nouakchott ont été faites par l'utilisation du sédiment de ce cordon dunaire. Donc l'idée de colmater, de faire revenir ce cordon dunaire à sa situation initiale permettrait justement, à juste titre, de pouvoir en tout cas repousser d'éventuelles intrusions marines et faire en sorte que la Nouakchott, à travers son historique, puisse en tout cas être sauvegardée par des menaces de ce type. Est-ce que, monsieur... Bien sûr, allez-y. Mon collègue Lee, il faut savoir une chose, que toute la bande du littoral, notre trait de côte, c'est le Nouadhibou est à l'abri de la mer. Pourquoi? Parce que Nouadhibou est sur une falaise. En général, les falaises sont protectrices des eaux de remontée de mer. La plupart de notre façade atlantique, c'est des plages. C'est des plages
qui sont alimentés parfois par des mouvements de dînes, mais des dînes mobiles, en fonction des vents. Donc ça veut dire que notre façade atlantique, et notre cordon linéaire, parfois, surtout pour Nouakchott, on peut dire qu'on est parfois en dessous du niveau de la mer, parfois d'1 mètre à moins d'1 mètre, selon les rapports scientifiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Nouakchott, notre capitale, si on ne prend pas des mesures draconiennes plus fortes, on risque d'avoir une remontée des mers. La remontée des mers, c'est devenu une réalité. La mer monte, et quand elle monte, elle va attaquer les points les plus faibles du cordon. Et les points les plus faibles, c'est quoi? C'est les brèches. Une fois ces brèches bien colmatées, et pas seulement colmatées, mais colmatées et revêtues d'une végétation, c'est-à-dire une fixation biologique. Parce que si on colmate la brèche avec des sables, si on ne la traite pas de façon biologique, et les collègues en connaissent plus que moi ce problème, on risque. Donc, ce que le projet WACA vient de faire, il a fait quand même 3 grandes brèches, mais ces brèches étaient aussi fixées biologiquement, avec un projet pilote de végétation qui a été expérimenté ailleurs et qui a donné de très bons résultats sur la côte. Alors, monsieur Donc, c'est pour vous dire que il faut qu'on prenne des mesures, mais des mesures adéquates pour faire face à cette situation de Nouakchott. Nouakchott, comme l'a dit le directeur, c'est la zone la plus menacée en termes de dégradation du trait de côte. Voilà. Est-ce que, justement, vous parlez des mesures à prendre, monsieur Ly, également, est-ce que ce sont ces mesures-là, aujourd'hui, que le projet précédent, et même ce projet-là, et WACA+, le projet suivant, ce sont ces actions-là que ces projets-là sont en train de mettre en place? En fait, je voudrais aussi revenir un peu sur un point qui est très important, le point de données. En fait, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas gérer un espace, on ne peut pas, c'est-à-dire faire un aménagement sans avoir des données fiables. Et peut-être aussi, il y a un problème du ministère de l'Environnement. Il est très jeune, c'est un ministère relativement très jeune, mais cette question du littoral a été toujours mise en avant et c'était supporté par certains départements tels que la pêche, l'intérieur, l'habitat. La donnée, elle était là, elle est un peu parcellaire. Il y a des institutions de recherche telles que l'IMROP par exemple, le NISPA, qui ont suffisamment de données, une masse critique de données sur ce littoral, partie socio-économie, partie suivie du trait de côte, toute la partie maritime, ça ils en ont. Donc, mais ces données sont restées un peu parcellaires et très mal peut-être exploitées et pas partagées. Et depuis maintenant la création du ministère de l'Environnement, ce ministère est censé être un département transversal qui doit prendre toutes les données maintenant, qui doit traiter avec tous les départements et être un peu transversal. Et c'est le problème qui se pose maintenant. Les anciens veulent toujours rester seuls et les données ne sont pas bien partagées. Dans le cadre du projet WACA, qui est une réponse à ce problème, réponse du ministère de l'Environnement bien sûr, on essaie de mettre en avant la mise en œuvre des outils qui ont été prévus dans la loi littorale, ou bien l'ordonnance littorale, si on veut être plus précis, de 2007, l'ordonnance littorale. Et ces outils, tels que l'Observatoire national du littoral qui a été créé, c'est un outil de suivi, c'est un outil qui pourra mettre en place des systèmes de collecte et de gestion de données, qui pourra mettre en place aussi des systèmes de conservation et de suivi des écosystèmes littoraux, qui pourra par exemple approfondir, renforcer la connaissance sur le littoral, partager, divulguer toutes ces connaissances au grand public, mais aussi prendre toutes ces connaissances et les amener aux décideurs pour que les bonnes décisions puissent être prises, mais aussi que cet outil aussi puisse être une plateforme d'échange entre les différents acteurs. C'était quand même l'idée, vraiment, c'est l'essence de cet outil qui est l'Observatoire national du littoral. Quant aux ressources, ça a été très bien dit par mes prédécesseurs, mais il y a les ressources hydriques, il y a les ressources actuellement. Même le vent est une ressource littorale. Actuellement, on a la plus grande stratégie qu'on a, c'est la stratégie, c'est-à-dire pour développer la production de l'hydrogène vert en Mauritanie, et ça dépend du soleil et de l'éolien, parce qu'il faut avoir une énergie bon marché. Donc ce littoral,
En plus de tout ce qui a été dit, on a plusieurs autres ressources. Donc à ces ressources, il faut rajouter, mais aussi pour la vulnérabilité. Vraiment, la ville de Nouakchott est très vulnérable. Et d'ailleurs, cette vulnérabilité, on ne la connaît pas parce qu'on n'a pas les données requises. Et il faut les avoir. La réponse, c'est l'Observatoire national, qui sera quand même l'outil qui permettra de mettre en avant toutes les données et de traiter de façon très digeste pour chaque type d'institution et d'organe. Maintenant, quant à la sensibilité des zones, on oublie souvent, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont très exposées, par exemple Nouakchott. Pourquoi? C'est parce que le risque qui est derrière. On a 1 million de nos populations qui sont là à Nouakchott, donc s'il y a une catastrophe, c'est très bon. Mais le phénomène extrême est déjà arrivé au niveau du Bandarguin. Il y a une brèche qui s'est ouverte, qui a créé une lagune depuis 2013. Donc ce qui veut dire le phénomène qu'on redoute, si jamais Bakadrala ça arrive à Nouakchott, c'est des quartiers qui seront envahis, le phénomène a déjà eu lieu au niveau du Bandarguin. Au niveau du Bandarguin, ça a créé une lagune, une biodiversité. Peut-être donc c'est positif pour cette partie de notre territoire qui n'est pas habitée. Mais si elle était habitée, le problème allait se poser. Mais pour les zones du Bandarguin qui sont habitées, elles sont très exposées, elles sont les plus exposées d'ailleurs. Le niveau de la mer, avec une remontée d'1 mètre, la mer va atteindre son niveau, il y a de cela 6 000 ans. Dans certaines zones, elle peut aller jusqu'à 9 km, dans d'autres zones jusqu'à 500, 300 km. Mais la mer peut atteindre à son niveau, il y a de cela 6 000 ans, avec une remontée d'1 mètre au niveau du Bandarguin. Donc, c'est pour vous dire que pratiquement sur tout le littoral qui est exposé, selon l'étude qui a été faite, selon les calculs qui ont été faits, l'exposition de la ville de Nouakchott s'explique aussi par l'enjeu économique, l'enjeu démographique, la population qui est exposée. Et là, vraiment, l'enjeu est de taille. Mais maintenant, qu'est-ce que concrètement le projet Waka fait pour ça? Qu'est-ce que ce projet, qu'est-ce que l'environnement, qu'est-ce que votre collaboration est en train de faire à ce moment-là pour pallier le problème? Très bien, très bien. Le projet Waka, il s'articule sur 3 grands axes. Le premier axe, c'est l'axe de restauration des écosystèmes, colmatage des brèches, c'est-à-dire dans toute la gamme. C'est-à-dire restaurer les écosystèmes littoraux et colmater les brèches. Le deuxième axe, c'est maintenant les populations revenues du littoral qui sont vulnérables, essayer d'améliorer leur résilience. Et ça, c'est par la mise en place des sous-projets sociaux pour que ces populations. Il y avait un troisième volet qui était lutte contre la pollution, qui n'a pas très bien marché dans cette première phase de Waka. Et il y a un côté aussi renforcement c'est-à-dire tout ce qui est législation, tout ce qui est politique locale de la gestion du littoral. Et plusieurs activités ont été faites. Par exemple, pour tout ce qui est restauration des écosystèmes littoraux, le projet Waka a financé, c'est-à-dire le reboisement au niveau du PND, c'est-à-dire les mangroves. Et il a fixé la fixation mécanique au niveau aussi du parc national de Djaouling. Et au niveau de la zone de Nouakchott, qui est la zone la plus exposée, il y a plusieurs activités qui ont été faites. La restauration du cordon dunaire par la fixation mécanique et la fixation biologique, le colmatage des brèches. Et pour donner aussi une petite information, il y a eu un recensement des brèches qui a été fait en 2018 et on avait recensé 21 brèches. Et ces 21 brèches, on les a classées en fonction de leur degré de dangerosité, c'est-à-dire l'exposition de la ville de Nouakchott par rapport à ces brèches. Donc Waka s'est engagé à colmater les 9 brèches les plus dangereuses qui exposeraient certains quartiers de Nouakchott avec un petit phénomène météorologique extrême. Et 3 d'entre elles ont été colmatées, et d'ailleurs même inaugurées, monsieur le conseiller en a parlé. Et toutes les études ont été faites pour le colmatage de 6 brèches. Et même on est en phase finale pour signer le contrat avec l'entreprise qui va colmater les 6 brèches. Et malgré que le projet est fini le 31 décembre, le temps de colmater les brèches rentre parfaitement dans cette période où on aura même 1 ou 2 mois de sursis au cas où. Donc ce qui veut dire que le projet, ses objectifs pour le colmatage des brèches devaient colmater 9, seront colmatés. De l'autre côté, les brèches les moins prononcées, qui ne nécessitent pas un travail de génie civil, qui nécessitent juste qu'on aide un peu la nature, c'est-à-dire on fera une fixation mécanique et une fixation biologique. Et là, c'est très important aussi. Qu'est-ce que vous appelez fixation biologique? Voilà, la fixation mécanique, on va vous mettre un peu dans le contexte. Nous, on est le cas mauritanien, c'est un cas particulier dans le monde. On est dans une zone de Sahara.
Donc on a des champs dunaires en étendue désertique où des quantités énormes de sable se jettent dans l'intérieur de l'océan. Aussitôt rejeté dans l'intérieur de l'océan, il y a ce qu'on appelle la dérive littorale. La mer reprend ces quantités de sédiments qui seront transportés du nord vers le sud. Et ce transport de sédiments alimente le cordon dunaire. Ce qui veut dire que notre cordon dunaire, on s'inquiète, c'est vrai, c'est un peu inquiétant qu'il est dégradé, qu'il y a la création de brèches, mais la nature apporte suffisamment de matériaux pour reconstituer ce cordon dunaire. Par endroits, ça se fait naturellement, mais dans d'autres endroits où la nature, c'est-à-dire l'homme a beaucoup agressé la nature, il faut donner un coup de pouce à cette nature. Il faut maintenant prendre du matériel inerte, c'est-à-dire faire des claillonnages, des palissades pour piéger le sable qui va venir. Une fois piégé, on rehausse encore jusqu'à avoir un profil d'équilibre, un profil suffisant pour protéger l'arrière-pays. Et à partir de cette étape, le sable qu'on a pu piéger, on a pu reconstituer la dune. Si on laisse, il va s'envoler. Donc il faut le fixer définitivement. Là, on appelle ça la fixation biologique. Prendre des espèces appropriées et des espèces locales, revégétaliser ce cordon dunaire et avoir une fixation biologique qu'on appelle dans notre jargon la fixation définitive. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire exactement. On a fait une dissémination. Les brèches qui sont très prononcées avec une côte très faible, il faut vraiment une intervention parce que le premier raz-de-marée qui va venir, ça peut franchir. Donc là, on va faire une intervention avec du génie civil qui n'est pas recommandé, qu'on n'aime pas. Mais il faut le faire parce que Nouakchott est exposé. Ça, c'est les 9 brèches les plus exposées. Les autres brèches moins prononcées, qui sont à 2 mètres, parfois 3 mètres, il faut les amener à 4-5 mètres. Maintenant, on peut juste aider la nature pour le faire en une année. Donc là, on fait la fixation mécanique qui est déposer un dispositif de pillage de sable. Et comme le sable vient naturellement en grande quantité, le vent va le remonter, les pièges vont le stabiliser. Et à chaque fois, il faut faire un entretien, rehausser encore, jusqu'à avoir ce fameux profil d'équilibre qui nous permettra de protéger la ville sur les 90% d'événements extrêmes météorologiques qui vont venir. Et là, on le fixe biologiquement. Mais je vois également, par souci de résilience, Ouaka a financé ou finance 180 sous-projets générateurs de revenus. Oui, ça c'est les composantes. Ça c'est la composante purement physique, c'est-à-dire protection du cordon dunaire, c'est-à-dire protection de la ville de Nouakchott en renforçant le cordon dunaire qui est le seul rempart qui protège. De l'autre côté, il ne suffit pas seulement de protéger, c'est-à-dire les populations peuvent, un phénomène extrême peut arriver, l'eau va venir, ou bien la pluie, il y a une inondation. Et qui sera le plus affecté? C'est les populations les plus vulnérables. Donc la résilience est très importante pour que ces populations les plus vulnérables puissent rebondir après un phénomène, après une catastrophe. Et c'est là où le projet Ouaka essaie de financer, mettre des sous-projets sociaux dans les 9 communes littorales, ou bien les 8 communes littorales de la Mauritanie. Et là, il a financé 180 sous-projets sociaux. Et sous-projets sociaux, on finance les AGR, les associations. Et ces 180 totalisent 955 personnes, dont 900 femmes et 55 hommes. Et l'objectif aussi, c'était de créer des emplois. C'était pour toucher 3000 personnes. On a touché pratiquement 9000 personnes. On est largement au-dessus. C'était aussi pour créer 1500 emplois. On a créé direct et indirect. Le projet Ouaka a pu, à travers ces sous-projets sociaux, créer, c'est-à-dire 1800 emplois directs et indirects. Et l'un des indicateurs très importants aussi de la banque, c'est la perception de ces bénéficiaires du projet Ouaka. Est-ce que vraiment c'est bien fait, c'est pas bien fait? On a fait une enquête et pratiquement on dépasse largement aussi que tous les bénéficiaires sont satisfaits de ce qui a été fait et ils ont aussi bénéficié, contrairement à beaucoup de projets qui viennent investir juste dans le physique, dans le commerce. Nous, on a investi aussi dans la formation. Toutes les femmes qui ont bénéficié ont été formées dans la gestion des moyennes et petites entreprises, dans la formulation, comment entretenir l'entreprise, comment faire un bilan. Donc cette formation est très importante. Demain, s'il y a un autre programme qui vient, elles sont déjà prêtes pour capter tous les projets qui vont venir. Et ça, c'est une dimension très importante et une particularité du projet Ouaka aussi. C'est-à-dire, en plus du projet financier, les gens, tous les bénéficiaires sont aptes maintenant
à développer leur propre projet, non, à développer même leur propre projet. Et dès qu'ils postulent aussi, ils sont éligibles et ils sortent toujours parmi les meilleurs dans les projets. Alors, je vois également que les communes de Sebra, Elmina, Tavarzena participent à cette gouvernance intégrée. Pour que nous puissions en parler rapidement avant que le temps nous rattrape. Bon, peut-être que mon collègue en parlera plus, parce que ça rentre dans le cadre des activités qui sont menées, des AGR et ainsi de suite, menées dans le cadre du projet WACA. Et je peut-être compléterai par la suite à... D'accord. Elmina et Sebra font partie des communes littorales qui ont bénéficié des financements de ce projet. Il n'y a pas une discrimination, mais en fonction de la densité de la population des sous-projets. Et d'ailleurs même, à Nouakchott, c'est les 3 communes qui font face à la mer, mais on a rajouté Riyad. Tout récemment, il y aura aussi 31 associations qui vont bénéficier aussi de ces sous-projets. Mais au-delà des communes séparées, le projet WACA aussi s'est saisi de l'occasion. Comme le WACA est une réponse régionale, on s'est dit aussi que le littoral mauritanien, il faut une réponse nationale à tous ces problèmes. Donc, WACA a motivé, a poussé les communes littorales à mettre en place une association des maires des communes littorales. Et en fin 2024, elle a lancé cette association, son activité à Nouadhibou, et elle a organisé une caravane de sensibilisation de toutes les populations littorales de Nouadhibou jusqu'à Ndiago. Et le projet WACA les a accompagnés en mettant à leur disposition des experts pour expliquer à la population la vulnérabilité de ces zones, la vulnérabilité des populations et les mesures à mettre en place pour surmonter certains problèmes. Donc ça aussi, c'est vraiment une dimension pour mettre en avant les communes, mettre en avant les élus, pour que le problème, c'est-à-dire de l'élévation du niveau de la mer, de l'érosion côtière, de l'exposition de ces populations, ce problème soit pris par les populations elles-mêmes et soit pris par leurs représentants qui sont les maires. Là, on les a accompagnés dans ce sens. Pour la mairie de 5e, la mairie de Sebra, Elmina et Tavarzena, on a un programme un peu spécial avec celui de Tavarzena et Sebra. Tavarzena nous a proposé un projet de mise en défense du cordon dunaire situé en face de Tavarzena. Donc le projet WACA va financer incessamment la mise en place des bancs, c'est-à-dire des bacs à fleurs et des bancs, et même aussi un empierrement pour limiter l'accès surtout des véhicules, des motos. Et cette protection, on a constaté que ça a été fait dans le cadre d'un autre projet. Dès que vous limitez l'accès, la pression diminue, la nature se régénère. Et pour la mairie de Sebra, ils ont proposé un projet qui est d'ailleurs bienvenu pour nous, c'est le traitement et la valorisation des déchets plastiques. Donc le temps pressé, on ne pouvait pas le financer directement, mais on finance maintenant une étude de faisabilité qui a été pratiquement lancée. L'expert de cabinet qui va le faire a été identifié. Donc dans les jours à venir, l'étude de faisabilité sera faite. Si le temps nous permet de continuer avec eux, on le fera. Sinon, au moins, toute l'étude sera faite. Dans le cadre du futur projet, on pourra continuer. Ou bien d'autres investisseurs pourront aussi reprendre. Donc cette dimension, pollution, plastique, a été encore intégrée dans la fin de cette première phase de WACA par cette action pour la mairie de Sebra. Justement, quand nous parlons de WACA Plus a été lancé. Donc WACA Plus a été déjà lancé. Non, oui, presque. Je vais d'abord, avant de parler de WACA Plus, rapidement, il nous reste 2 minutes. D'abord, l'implication. Vous avez posé cette question. Nous, les écologistes, nous considérons que l'implication des communautés dans la gestion des ressources est un gage de garantie pour réussir les projets. Si les populations sont bien impliquées, parce que c'est eux qui s'approprient en réalité le projet. C'est leurs ressources. Est-ce qu'ils sont bien informés? Donc bien informés, bien impliqués. La communication passe. La communication passe bien. Est-ce que nous comprenons les enjeux aujourd'hui? Le projet a un volet communication. Et donc il y a un volet sensibilisation. Et ça, en réalité, si le projet se retire, déjà les communautés savent bien le danger qui les guette au niveau de la façade atlantique. C'est ça, en réalité, l'intérêt. Donc il faut que les populations soient impliquées dans la gestion. Donc c'est une approche, c'est l'approche participative. Et donc le projet est bien parti dans ce sens. Pour ce qui est du WACA Plus, nous venons de terminer, je dis clôturer un projet il y a une semaine. Ce projet a réuni l'ensemble des partenaires, des parties prenantes pour ce projet. Il est appelé WACA Plus.
mais il est appelé, intitulé économie bleue. C'est quoi en réalité l'économie bleue? C'est ça ce qu'il faut savoir. L'économie bleue, c'est quoi? L'économie bleue, c'est l'ensemble des activités économiques liées aux océans, à la mer et aux zones côtières, visant à concilier entre développement économique, conservation de l'environnement marin et gestion durable des ressources halieutiques. Ça veut dire, en conclusion, c'est ça l'économie bleue. En conclusion, l'économie bleue, c'est la valorisation du potentiel de notre océan, tout en prenant en considération la partie des générations futures, c'est-à-dire tout en prenant en considération que les générations futures doivent en profiter de ces ressources. Donc c'est ça. Donc on va changer de la partie côte, c'est-à-dire le projet WACA de BI, qui était un projet de renforcement de résilience pour faire face aux défis imposés par l'érosion, par la pollution, par les changements climatiques, et j'en passe, à un projet qui va aller au-delà des océans. C'est ça en réalité l'économie bleue, c'est ça en réalité le WACA+, sur lequel nous avons discuté 2 jours durant, et nous avons maintenant une idée très précise sur la conception et le montage du projet WACA+, et nous espérons que la Mauritanie aura la chance d'avoir un financement au niveau de la Banque mondiale pour ce projet d'avenir très important pour notre côte et pour notre océan, pour notre littoral. Alors, rapidement, nous sommes rattrapés par le temps. Je vais accorder à chacun de vous, si vous voulez bien, le temps de faire un dernier mot. Donc, Monsieur Ly, nous allons commencer par vous. Oui, je pense qu'on a compris qu'on ne doit pas toujours s'inscrire sur le risque, on doit s'inscrire sur une réponse efficace, objective, pérenne et surtout concertée. Une prévention. Prévention. Puisque comme vous le savez, le littoral mauritanien n'est pas géré que par le ministère de l'Environnement. On a certes une dimension transversale, mais il faut dire qu'il y a à peu près 7 départements ministériels qui ont des compétences de près ou de loin sur le littoral. Donc la pêche, l'énergie, les mines, la défense, les transports maritimes, entre autres. Donc ces 7 ministères, 8 ministères, doivent se concerter, discuter ensemble de la stratégie la plus adéquate pour à la fois concilier développement et gestion de la biodiversité marine et côtière mauritanienne. Sylvia. Oui, moi, je voulais juste revenir sur un côté politique et institutionnel. WACA a lancé plusieurs études ces derniers mois qui vont renforcer davantage les connaissances. Je peux en citer l'étude du système d'alerte précoce, l'actualisation du plan directeur d'aménagement du littoral, l'accompagnement de l'Observatoire national du littoral, une étude prospective au niveau du PND, et j'en passe. Donc ça vraiment c'est pour renforcer le côté institutionnel. De l'autre côté aussi, je voulais aussi attirer un peu l'attention sur l'importance de ce projet WACA+ qui va venir. Mais avant, nous WACA, ce qui nous intéressait, c'est de pérenniser tout ce qu'on a fait. Pour certains tronçons, par exemple, pour la ville de Nouakchott, l'État a créé une société, la Société d'aménagement du littoral de Nouakchott. Cette société, toutes les infrastructures qu'on a, c'est-à-dire mis en place, les brèches qu'on a colmatées, les 9 brèches, seront dans le domaine de cette nouvelle société qui a été créée. Donc la pérennisation de ces investissements et infrastructures sont assurés. La société est là pour 30 ans, même si nous. Et maintenant, pour le projet WACA+, c'est toujours le projet WACA, c'est-à-dire, mais qui va intégrer une dimension économie bleue. C'est une nouvelle approche. Non, c'est le projet lutte contre l'érosion côtière, résilience des populations côtières, avec c'est-à-dire un point aussi pour la pollution, le plastique, mais à cela va s'ajouter maintenant l'économie bleue. L'économie bleue. Donc c'est ça, ça continue, c'est toujours un projet du ministère de l'Environnement qui continue dans ce sens. Merci beaucoup, M. Dia. Moi, je veux dire que le ministère de l'Environnement et du Développement durable accorde toute l'importance à ce grand domaine du littoral, tout simplement parce que c'est un domaine très convoité aujourd'hui, convoité par l'abondance de ses ressources, convoité par son microclimat, convoité parce qu'il accueille aujourd'hui les 2 tiers de la population mauritanienne. Et donc, je crois que c'est un domaine auquel le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'est investi davantage pour accompagner cette dynamique de développement économique au niveau de la zone littorale,
pour permettre de mettre à l'abri la dégradation de nos ressources naturelles qui doivent être aussi mises au profit des générations futures. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Mahmoud Yahdi. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique en charge du littoral. Et merci également à vous, messieurs. Monsieur Ly Djibril, directeur du littoral des zones humides et des aires protégées. Également, merci à Monsieur Dja Abdoul, coordinateur adjoint du projet Waka Mauritanie. Merci d'avoir répondu à l'invitation et merci d'avoir répondu à nos questions. Grâce à vous, nous comprenons mieux ce qui se passe sur notre littoral. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci également, un grand merci à l'équipe technique rédactionnelle. Très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonne soirée.